Lignac et Caroline Pagevel. On va vous présenter à trois voix un outil qu'on a mis au point pour accompagner la réflexion sur l'évolution de la porte de Bagnolet sous le prisme de la santé. On parle donc d'une équipe projet beaucoup plus large qui intègre les services techniques de la ville de Bagnolet et d'Est Ensemble, ainsi que l'architecte coordonnateur, agence ZCCS, qui a mené l'étude urbaine. Donc on va faire en 20 minutes, normalement on a répété, on tient en 20 minutes, une présentation en 3 temps. Audrey va d'abord peut-être vous présenter un peu les points clés des évaluations d'impact sur la santé que nous menons depuis plusieurs années en régie au sein de la ville de Paris en accompagnement des projets urbains de la mandature. Je vous présenterai avec cette étude de cas sur la porte de Bagnolet comment on a été amené finalement à enrichir notre palette d'outils pour intégrer les enjeux de santé le plus en amont possible dès finalement la phase de scénario d'aménagement. Et Caroline, chef de projet urbain, fera un petit mot de conclusion sur finalement la collaboration qu'on a menée entre nos directions sur ces sujets. Donc, je passe la parole à vous. Bonjour, donc à Paris, les évaluations d'impact sur la santé viennent en soutien des projets d'aménagement urbain. Il s'agit en fait d'une volonté politique qui est forte et qui ont fait notamment l'objet d'inscription au premier plan parisien de santé environnementale. Est-ce que je peux parler comme ça parce que j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas trop dans le micro. Donc les démarches d'EIS ou d'urbanisme favorable pour la santé sont également encouragées dans le projet arrêté de PLU bioclimatique qui a été adopté en juin 2023 et qui va être soumis à consultation publique. À Paris, les EIS sont faites en régie depuis 2016 et donc on est une équipe dédiée qui initialement était de 2 personnes et qui est maintenant actuellement de 4 postes. Et on fait partie donc de l'Observatoire parisien de santé environnementale qui a été créé en juillet 2023 et qui dépend de la direction de la santé publique. En 2018, en fait, la direction de l'urbanisme a adhéré à l'idée de faire une première EIS qui a été faite sur le projet de renouvellement urbain des portes du 20e, ce qui a permis de marquer le début d'une collaboration qui est fructueuse et qui perdure. Donc ici, nous vous présentons en fait les EIS qui ont été réalisés ou accompagnés par la ville de Paris. Donc on a 6 EIS qui sont réalisés en interne en régie, dont 4 sont actuellement finalisés. Et on a donc accompagné ou apporté un soutien méthodologique à 3 EIS réalisés en externe par des prestataires pour des aménageurs privés comme pour Espace Ferroviaire qui a été présenté tout à l'heure. Par ailleurs, il est à noter que pour la première fois, une EIS à Paris a été commanditée, on peut dire, par les élus, par vote au Conseil de Paris en juillet 2023, et il s'agit de l'EIS de l'ASAC Bercy-Charenton. Donc, comme on disait, c'est que les EIS sont aussi des outils, des moyens de lutte contre les inégalités sociales, territoriales et environnementales de santé, puisque la plupart des projets d'aménagement urbain à Paris sont dans des quartiers qui cumulent des indices de défaveur, comme les quartiers en politique de la ville. Donc ici est présentée la cartographie des zones de fragilité en santé environnementale, qui est un outil qui a été mis en place, élaboré par une collègue de l'Observatoire parisien de santé environnementale et la PUR, et ça a été élaboré en 2019. Et sur la cartographie présente ici, donc vous voyez, c'est un outil qui a été créé au carreau et qui permet de mettre en évidence des zones qui cumulent des expositions aux populations et aux nuisances, mais également des zones où l'accès aux indemnités
est moindre et des populations vulnérables. Ce que vous voyez en tour bleu, c'est les politiques de la ville à Paris. Donc, au niveau des EIS à Paris, nous sommes dans un fonctionnement très intégré, puisque nous avons une équipe projet pluridisciplinaire qui est donc pilotée par l'équipe EIS et en appui avec le ou la chef de projet urbain. Et on fait aussi, dans cette équipe, sont aussi présents les acteurs locaux, tels que les services de santé en local, de santé publique en local, les équipes aussi du social en local et les équipes de la politique de la ville quand on est sur des quartiers en politique de la ville. Et également dans un second cercle, on peut mobiliser d'autres acteurs tels que les mairies d'arrondissement, les bailleurs, les aménageurs, les architectes coordinateurs, la gestion urbaine de proximité et les autres collectivités concernées. Également, nous mettons en place un portrait des enjeux de santé et des populations vulnérables qui nous permet d'aller à la plus près des réalités de terrain et pour lequel nous allons mobiliser des données qui vont être sur différentes échelles, de l'échelle la plus fine possible, comme l'IRIS, comme l'adresse, avec notamment des mobilisations de données en externe qu'on peut trouver facilement sur Internet, comme les données INSEE, comme le fichier FINES ou les données de l'assurance maladie avec amélie.fr, mais également on mobilise des données en interne à la ville, puisque nous allons mobiliser par exemple les bilans de santé scolaire, puisque pour le premier degré, en fait, ce sont nos collègues de la santé scolaire qui le font. Donc, c'est pour les écoles qui sont du secteur, mais ça va être aussi les données d'accidentologie ou bien les données des interventions de nos collègues qui sont sur les interventions autour des animaux à enjeux sanitaires, c'est-à-dire les rats et les punaises. Nous mettons aussi en place une approche qualitative avec la réalisation auprès d'acteurs locaux de 15 à 40 entretiens selon nos EIS et ça va être notamment des entretiens auprès par exemple des directeurs, directrices d'école, mais aussi le club de prévention, ça va être aussi les éducateurs sportifs, ça va être aussi les travailleurs sociaux des écoles, ça va être les associations, ça va être les bailleurs. Et ce premier matériau qui est assez riche va pouvoir nous permettre de suggérer des premières pistes de recommandations qui sont notamment dans un premier livrable intermédiaire qui est avec l'équipe projet. Et puis aussi, nous avons ce qu'on appelle des démarches participatives qui viennent en complément de la concertation, des concertations réglementaires autour du projet. Donc c'est par exemple la mise en place de marches exploratoires, comme cela a été le cas sur le IS Gare des Mines, où il y a eu une marche exploratoire avec un groupe de femmes qui étaient là pour recueillir leurs besoins et leurs attentes. Et suite à cela, ça a permis de mettre en place des recommandations spécifiques pour le public femme, notamment la mise en place d'un lieu dédié. Il y a aussi, nous participons également à des cours, en fait on donne des cours auprès des étudiants et des étudiantes de master en urbanisme et pour ce faire en fait on met en place des mises en situation et ces mises en situation permettent d'avoir des propositions qui sont ensuite transmises ou qui sont ensuite partagées avec l'équipe projet et puis aussi on peut participer à des animations ou des ateliers de concertation. Par la suite, on est ce qu'on appelle les recommandations, donc c'est suite à ce processus. Nous sommes amenés à proposer 3 types de familles de recommandations opérationnelles qui vont être selon les marges de manœuvre propres au projet et qui sont co-construites avec les acteurs et les directions concernées. Donc on va avoir des recommandations de type programmation, telles que la mise en place d'un équipement de santé, des recommandations d'usage, comme par exemple la mise en place d'assises sur l'espace public pour permettre aux personnes âgées, notamment, de pouvoir se déplacer facilement dans le quartier. Mais ça peut être aussi des recommandations d'accompagnement, telles que la mise en place de créneaux d'activité physique adaptés pour enfants en surpoids, et qui peuvent être mises en place quand la ressource est existante, et qui n'ont pas besoin d'attendre la mise en place
des premières opérations d'aménagement urbain pour être mises en place, parce qu'on est souvent sur des recommandations qui sont sur du court terme. L'ensemble de ces propositions, de ces recommandations sont ensuite validées techniquement et financièrement, préalablement à l'arbitrage en comité de pilotage par les élus qui les valident ou pas. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les EIS que nous vous menons à la ville de Paris sont quand même sur un processus long, parce qu'on est environ sur 18 mois, et elles portent que sur des projets d'aménagement urbain. Cette expérience en fait des EIS nous a conduit à réfléchir en interne, à systématiser dans les projets d'aménagement urbain cette approche sous le prisme de la santé, quel qu'en soit le stade, et le plus en amont possible. Mais pour ce faire, en fait, il faut mobiliser d'autres outils et pour répondre à cette question. Et c'est ce qu'on a fait sur le projet d'aménagement de la porte de Bagnolet-Gallieni. Merci Audrey. Oui, donc là, on va vous présenter finalement un autre outil développé pour le secteur de la porte de Bagnolet. Donc la porte de Bagnolet, elle se situe à la frontière entre Paris en rouge et Bagnolet en Seine-Saint-Denis. Ce secteur s'articule vraiment autour de l'échangeur qui assure une fonction de connexion entre le boulevard périphérique, l'autoroute A3 et les voies qui pénètrent dans Paris et dans Bagnolet, ce qui génère un flux de 300 000 véhicules chaque jour. Il accueille aussi un centre commercial, une station multimodale qui accueille 40 000 usagers chaque jour. Alors, ce site présente des potentialités réelles, notamment au regard de sa position stratégique dans la métropole. Mais les 17 000 habitants qui habitent dans les quartiers jouxtant cet échangeur sont soumis à des nuisances environnementales très très fortes qui dépassent largement les valeurs réglementaires et les recommandations de l'OMS. Je vais peut-être juste prendre l'exemple de la pollution au dioxyde d'azote qui se situe entre 60 et 90 microgrammes par mètre cube sur ce secteur, lorsque la valeur réglementaire en moyenne annuelle en France est de 40 et que l'OMS vient de réviser cette valeur à 10 en 2021. Les infrastructures routières en surplomb créent des barrières physiques difficilement franchissables pour les piétons. 85% des sols sont imperméabilisés et cette forte minéralisation rend le quartier vulnérable face aux vagues de chaleur. Les mésusages, la vacance des bureaux et des commerces participent également à rendre finalement ce cadre de vie dégradé pour ses habitants qui bien sûr cumulent aussi des difficultés financières et économiques et sociales puisqu'on a 2 quartiers politiques de la ville dans un rayon de 400 mètres autour de l'échangeur, et avec une population où une personne sur 4 a moins de 18 ans. Alors la gouvernance d'un tel site, elle est forcément très complexe. Elle implique les 2 villes concernées, bien sûr, mais aussi l'établissement public territorial Est-Ensemble, qui a la compétence en matière d'aménagement du territoire, et bien sûr de nombreux services de l'État, qui notamment sont propriétaires de l'infrastructure routière de l'autoroute. La métropole du Grand Paris a aussi rejoint plus récemment cette gouvernance. Alors sur la base d'une étude qui avait été faite à l'époque par l'APUR, financée par l'ANRU, Est Ensemble et les villes de Paris et de Bagnolet ont souhaité lancer une étude urbaine en septembre 2020 pour définir un peu les orientations soutenables de ce lieu qui répondent à l'urgence sanitaire pour le devenir de cet échangeur à l'échéance des 20 prochaines années. Alors l'étude urbaine, cette étude urbaine qui a été menée par ZCCS a permis de poser un diagnostic des dysfonctionnements urbains, des risques sanitaires et de pointer aussi surtout que les capacités d'évolution du site étaient vraiment intrinsèquement liées avec le devenir de ce routier. Or, en l'état des réflexions, il n'est pas envisagé par les services de l'État de réduire le trafic sur l'autoroute A3. Dès lors, un scénario d'enfouissement des infrastructures permettrait une amélioration durable du cadre de vie et un retour à des niveaux d'exposition compatibles avec les critères sanitaires. Alors, afin d'aider les décisionnaires à se positionner, ZCCS a formulé 3 pistes d'évolution de cet échangeur.
et pour chacun a fait faire une modélisation en termes d'impact sur le trafic, sur la pollution de l'air et sur le bruit. Mais il a aussi fait des projections en termes de surface de pleine terre recréée, de nouveaux espaces publics créés ou encore de fonciers dégagés. Voilà, donc à l'étude de cette étude urbaine, je vais vous présenter les scénarios rapidement ensuite. La majorité des élus concernés penchaient pour une réhabilitation ambitieuse du site, mais qui cependant posait des coûts, vous vous en doutez bien, des coûts et des freins techniques assez inédits. Donc en vue de disposer d'un maximum d'éléments dans les échanges avec les services de l'État, les élus parisiens et d'Est Ensemble, en accord avec la ville de Bagnolet, ont mandaté la direction de la santé publique de la ville de Paris pour analyser ces 3 orientations sous le prisme de la santé. Alors, ces 3 orientations, quelles sont-elles? Le premier scénario, dit de mutation, envisage une transformation profonde de la porte de Bagnolet pour passer d'un secteur de transit à un vrai morceau de ville qui est recréé, renforçant le lien entre Paris et Bagnolet. Donc, pour cela, l'échangeur disparaît. Les échanges seraient regroupés au nord du site, avec l'enfouissement des voies de l'autoroute et des bretelles, ainsi que la couverture de cet enfouissement. Ça crée donc un long tunnel qui nécessiterait d'être ventilé conformément à la réglementation Mont-Blanc. Le deuxième scénario, dit de transformation, voit aussi la disparition de l'échangeur et prévoit l'enfouissement de l'A3, mais avec une couverture partielle de l'A3. Donc là, vous voyez aux côtés des parties enterrées et couvertes, on note des sections en trémie à ciel ouvert. Ici. Ce qui permet finalement de réduire d'autant la longueur du tunnel créé, et ce scénario ne nécessite pas de système de ventilation conforme à la réglementation Mont-Blanc. Le troisième scénario envisage le maintien et la réhabilitation de l'échangeur, qui reste donc en surplomb des espaces publics. Certaines bretelles seraient retravaillées en vue de dégager des espaces plantés, des parcours de mobilité douce. Mais cependant, pour baisser les niveaux d'exposition des riverains, ce scénario est assorti d'une hypothèse de réduction du trafic de l'ordre de 25% sur l'autoroute A3. Alors les efforts pour y parvenir seraient conséquents, protéiformes, mais pour autant, les modélisations air et bruit dont nous disposons actuellement montrent que ce scénario ne permettrait néanmoins pas de respecter les critères sanitaires. Donc vous voyez, les scénarios diffèrent sur le degré d'enfouissement des infrastructures routières et certains points d'évolution, en revanche, sont des intangibles, des invariants qu'on retrouve dans chaque scénario. Et c'est notamment la destruction des accès au parking aux centres commerciaux qui seraient supprimés pour dégager un corridor végétalisé et de liaison douce entre Bagnolet et Paris. Alors, apporter un éclairage santé sur un projet aussi en amont, ça restait assez atypique dans le cadre de nos activités. On a dû rapidement construire une grille d'analyse puisqu'on a été saisi en novembre 2002 dans la perspective d'un échange avec l'État en janvier 2023. La première étape a été de partir de la vision d'architecte pour distinguer des composantes urbaines évaluables sous le prisme de la santé. Donc ce travail a reposé vraiment sur une visite de site, c'est l'analyse de l'ensemble des documents disponibles et vraiment un échange très étroit avec les chefs de projet des collectivités concernées et l'agence ZCCS. La deuxième étape, c'est que pour chacune de ces composantes, on a cherché à documenter les liens avec la santé physique, la santé mentale et aussi développement des enfants au regard de la composition démographique de notre secteur. Et en mobilisant les études scientifiques qui présentaient un niveau de preuve robuste, notamment des méta-analyses, pour ceux que ça intéresse, et en mobilisant les guides de référence en matière d'urbanisme favorable à la santé comme Isadora. En troisième point, de ces connaissances, on a tiré une quarantaine de questions clés et proposé un système de notation basé vraiment sur des critères adaptés au degré de maturité du projet urbain. On a écarté toutes les questions pour lesquelles on ne trouvait pas de réponse dans l'étude urbaine ou pour lesquelles le lien avec la santé n'était pas clairement identifié.
Et en dernière étape, sur cette base, on a chacun noté ce scénario, on a partagé nos résultats jusqu'à arriver à un consensus au sein de l'équipe projet. Alors les composantes du projet évaluées, quelles sont-elles? Les espaces verts en premier lieu, dont les multiples co-bénéfices pour la santé et la biodiversité ont été vraiment questionnés. J'y reviendrai peut-être dans la diapo d'après. Les mobilités et les déplacements, pour lesquels on a évalué notamment l'évolution du trafic motorisé en pied des logements et des écoles, la possibilité de développer des mobilités douces, la lisibilité et la sécurité des parcours créés ou encore le report de trafic sur une zone plus large, bien sûr. Concernant les expositions environnementales, les modélisations nous ont permis de caractériser les gains en termes de pollution de l'air, de bruit, mais aussi de pollution lumineuse dans le quartier et à proximité des établissements sensibles. L'ambiance urbaine dégagée par chacune des options a également été aussi évaluée, en particulier sur ses capacités à améliorer la perception sensorielle du site et à créer des imaginaires positifs. Alors c'est des études un peu plus récentes sur le développement des enfants qui montrent à quel point c'est important pour le développement cognitif des enfants, l'environnement bâti et naturel dans lequel on vit. L'hospitalité, le confort climatique des espaces publics a aussi été analysé, ainsi que le potentiel de programmation en termes de nouveaux services, sans oublier les nuisances du chantier inhérent à un tel projet. Pour chaque composante, là vous avez un exemple des questions clés qui nous ont permis d'évaluer précisément en quoi le scénario proposé allait induire des effets possiblement positifs ou négatifs sur la santé. Je vais peut-être juste vous prendre un exemple tiré de la composante nature et espace vert. La question 6 était: le projet permet-il d'offrir plus de connexions visuelles avec la nature depuis les bâtiments? Alors, on sait en effet que la relation à la nature par la vue, par les sons, par les odeurs et la connexion au rythme saisonnier a un vrai impact positif sur la santé mentale, avec la baisse du stress et l'accroissement de la concentration et de la mémoire, par exemple. Du coup, dans ce cas précis, sur la base des plans qui nous ont été fournis, on a regardé dans quelle mesure les logements, les zones de logement du secteur étaient connectées visuellement avec les espaces verts créés ou réaménagés, en tenant compte bien sûr de la disposition des infrastructures routières enterrées ou pas. Alors à l'issue de ce travail, on a pu fournir un classement des orientations d'aménagement, s'échelonnant 44 points pour le scénario d'enfouissement total à 10 points pour le maintien de l'échangeur. Alors ce travail reste bien sûr perfectible. Il est basé sur les données disponibles à l'instant T et sur les hypothèses qui avaient été prises pour ce projet, notamment en termes de trafic sur la 3. Néanmoins, réalisée en 2 mois, cette analyse a pu être partagée avec les élus d'une part, puis avec les services de l'État, et a contribué à renforcer la position majoritaire des élus en faveur du scénario d'enfouissement total. Alors une nouvelle phase d'études s'ouvre, Caroline en touchera un mot, au cours de laquelle, bien sûr, les points négatifs qu'on a notés, en particulier les reports de trafic, vont être précisément évalués plus finement dans la phase ultérieure. Alors il nous semble, peut-être juste côté DSP, que cet outil, il est reproductible pour d'autres projets urbains, moyennant bien sûr des ajustements au cas par cas sur les questions clés. Et en tout cas que ça permet d'inclure des critères santé en phase de conception du projet urbain quand les marges de manœuvre sont vraiment maximales pour améliorer la santé et lutter contre les inégalités sociales, environnementales et territoriales de santé. Voilà, peut-être juste je te laisse Caroline conclure. Tu viens là ou non? Comme tu veux. Merci. Donc en conclusion, cette première expérience a permis de faire participer autour d'une démarche vraiment intégrée les 3 collectivités concernées, dont a parlé Céline. Comme ça a été dit, ça a été un appui décisif à la validation d'un scénario et à la décision d'approfondir ce scénario par des études techniques pour vérifier sa faisabilité à la fois technique et financière. Dans le cadre
d'une donnée qui préexistait, c'est-à-dire la non-réduction du trafic, pour l'instant voulue par l'État. Si cette hypothèse devait changer, si l'État acceptait d'étudier des reports de trafic au niveau de la 86 pour alléger le trafic entrant sur cet échangeur, je rappelle que sur les 300 000 véhicules que nous avons cités tout à l'heure, il y a 80% de ces 300 000 qui sont du trafic de transit et qui pourraient très bien évacuer vers la 86. Donc si cette donnée d'entrée changeait, évidemment, le projet serait adapté, l'enfouissement serait réduit et pourrait même disparaître si la 3 devenait un boulevard urbain. Donc vraiment, cette analyse par le prisme de la santé a permis à une date donnée, avec des contraintes données, de valider l'approfondissement d'un scénario qui n'est en rien figé aujourd'hui, bien évidemment. Donc on peut ajouter que sur cette base donc de comparaison des scénarios, une EIS va être réalisée à partir du mois de janvier par un prestataire extérieur pour vraiment affiner ce scénario approfondi. Alors plus globalement à l'échelle parisienne, c'est vrai que le déploiement des EIS et en amont quand c'est possible, donc d'urbanisme opérationnel favorable à la santé, permet vraiment de mêler aux acteurs de projet les acteurs de la santé. Pour nous, urbanistes, c'est vraiment un atout considérable, car ça permet une plus-value scientifique indéniable qui permet, dès la phase diagnostique et d'élaboration de scénarios, de prendre en compte vraiment toutes les dimensions de la santé, sur la santé physique, la santé mentale, le bien-être, et d'avoir des données objectives qu'on peut croiser avec des données plus subjectives comme l'ambiance urbaine. Sur le site des portes du 20e qu'on a cité en tout début de présentation, donc c'était la première EIS qu'on menait, ça a vraiment été décisif pour défendre auprès de l'ANRU un scénario d'aménagement qui n'était au départ pas du tout partagé par l'ANRU. Et donc ce site a finalement été inscrit parmi les 200 quartiers du nouveau programme de renouvellement urbain. Donc on peut considérer que l'EIS a été vraiment un outil majeur pour défendre le projet des portes du 20e. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce sont des notions qui parlent aux gens et qu'en concertation, on peut aisément faire adhérer et co-construire des dispositifs de projet avec les notions de santé. Enfin, le benchmark qui est produit permet aussi d'élargir un certain nombre d'aménagements avec des choses qui se font ailleurs. Et c'est vrai qu'à la ville de Paris, on a nos catalogues et c'est bien aussi de pouvoir élargir et de tester des dispositifs d'aménagement qu'on ne testerait pas autrement. Sur les portes du 20e, donc l'EIS a été réalisé en interne et ça a permis vraiment une grande adaptabilité et une certaine souplesse dans la réalisation du travail. Et ça aussi, ça a été un atout. Mais je ne doute pas que les prestataires puissent faire preuve aussi de cette souplesse dans les prochaines EIS qui seront réalisées en externe. Et enfin, sur donc, ce secteur des portes du 20e, qui a été l'un des premiers à faire l'objet de cette EIS, on est en train de mettre en place un dispositif de suivi. Alors effectivement, comme ça a été dit dans le cadre de l'opération Hébert, on défriche parce qu'il y a un certain nombre de recommandations qui s'inscrivent sur le long terme, d'autres qui s'inscrivent à plus court terme, d'autres qui, après 4 ans de travail opérationnel, s'avèrent plus difficiles à mettre en œuvre. Donc c'est vraiment un travail qui se construit et qu'on est en train de mener sur ce site en particulier.